Chapitre 2. Qu'est-ce que l'homme? L'homme est l'être humain qui travaille. Avec ce travail, il se nourrit, il nourrit sa femme et les enfants de sa femme. Au contraire, la femme est l'être humain qui ne travaille pas ou seulement de façon provisoire. Pendant la plus grande partie de sa vie, elle ne nourrit personne, ni elle-même ni ses enfants, pour ne pas parler du mari. La femme appelle viril toutes les qualités de l'homme qui présentent quelque utilité pour elle, et féminine toutes celles qui ne servent à rien, ni à elle ni aux autres. Les manifestations extérieures de l'homme ne rencontrent l'assentiment de la femme que si elles sont viriles, c'est-à-dire réglées sur le seul but de son existence, le travail, et modelées de sorte qu'à tout moment, il puisse accomplir toutes les tâches dont elle le charge. Sauf la nuit, où la plupart portent des pyjamas à raies de couleur avec seulement 2 ou 4 poches, les hommes revêtent une sorte d'uniforme brun ou gris fait d'un matériau non salissant et durable. Ces uniformes, ou complets, comme on les appelle, comportent un minimum de 10 poches où l'homme répartit les accessoires les plus indispensables à son travail pour les avoir toujours à portée de la main. Comme la femme ne travaille pas, ses vêtements n'ont pas de poche, que ce soit le jour ou la nuit. En société, dans les grandes occasions, l'homme est autorisé à se mettre en noir, teinte plus fragile certes, mais qu'il ne risque guère de salir là où il l'est. En outre, rien ne met plus en valeur que le noir, le bariolage splendide des toilettes féminines. Certes, on rencontre parfois des hommes en vêtements de soirée verts et même rouges. Ils font paraître d'autant plus virils leurs semblables, plus conformistes. L'homme a adapté à cette situation le reste de son apparence. Ses cheveux ne demandent qu'une taille, un quart d'heure de soin, toutes les 2 ou 3 semaines. Bouclettes, ondulations, teintures sont indésirables. Elles ne feraient que le gêner dans le travail qu'il accomplit souvent en plein air, ou qui du moins l'oblige à s'y exposer. Et en admettant même qu'il recourt à ses parures et qu'elles lui aillent bien, il n'en tirera pas plus de succès auprès des femmes, car, contrairement aux hommes, elles ne jugent jamais le sexe qui n'est pas le leur selon des critères esthétiques. L'homme qui se coiffe quelque temps d'une manière individualiste s'en aperçoit généralement très vite et revient de lui-même aux 2 ou 3 variantes standardisées des cheveux longs et courts. De même, pour porter longtemps une barbe entière, il faut être supersensible, plus ou moins intellectuel fréquemment, et par le truchement d'une croissance désordonnée du système pileux, pouvoir donner une impression de robustesse spirituelle. Comme il s'agit d'un indice non négligeable de la constitution d'un homme et par conséquent du parti qu'on peut tirer de lui, les femmes tolèrent la barbe, indication du domaine qui s'offre à leur exploitation, le travail névrotique de l'intellectuel. Mais en général, l'homme, pour supprimer sa barbe, utilise 3 minutes par jour un rasoir électrique. L'eau et le savon lui suffisent comme soin cutané, car on exige de lui qu'un visage présentable, net et sans fard, que tout le monde peut ainsi vérifier. Notons ses ongles. Pour travailler, il les lui faut aussi courts que possible. Un homme viril ne porte aucun joyau, sauf son alliance, signe certain qu'il est déjà exploité par une femme particulière. Sauf son alliance, signe certain qu'il est déjà exploité par une femme particulière. Sauf son alliance, signe certain qu'il est déjà exploité par une femme particulière. La grosse montre pataude qu'il porte au poignet, résistante au choc, étanche à l'eau, avec indication de la date, n'est vraiment pas un luxe. Souvent, c'est un cadeau de la femme pour laquelle il travaille. Le linge de corps, la chemise et les chaussettes de l'homme viril sont standardisés à tel point qu'il est difficile de les distinguer de ceux d'un autre, sauf peut-être par la taille. On se les procure dans n'importe quel magasin sans perdre de temps. Ce n'est que dans le choix de ses cravates que l'homme disposerait d'une certaine liberté. Seulement, on ne l'a jamais habitué à être libre de quelque façon que ce soit. Aussi abandonne-t-il ce choix, comme celui de toutes les pièces de son habillement, à la femme.
Un observateur venu d'une autre planète croirait que les hommes font exprès de se ressembler autant qu'un œuf à un autre. Mais le type de leur virilité, c'est-à-dire la façon dont ils sont utilisables, varie à l'infini. C'est en effet indispensable. Du moment que les femmes ne travaillent pas, ou à peine, il faut des hommes pour tout faire. Il y a donc des hommes qui, à 8 heures du matin, sortent du garage avec précaution et une grosse conduite intérieure. D'autres, 1 heure plus tôt, ont pris d'assaut un wagon de seconde classe pour se rendre à leur travail. D'autres, encore plus tôt, sont partis à pied dans la nuit avec sous le bras la vieille serviette où ils serrent leur bleu de travail et les sandwichs de leur déjeuner pour gagner l'autobus ou le métro qui les emportera au chantier ou à l'usine. Un destin impitoyable veut que ce dernier groupe, celui des plus pauvres, soit exploité par les femmes les moins attirantes. Car comme la femme ne tient qu'à l'argent de l'homme et l'homme à l'aspect de la femme, les femmes les plus désirables disparaissent aussitôt de ce milieu, enlevées par ceux qui gagnent davantage. Peu importe comment un homme pris au hasard passe sa journée. Comme tous les autres, il la passe de façon avilissante. Il ne subit pas ce sort pour lui, pour gagner sa vie. Dans ce cas, il lui suffirait de bien peu d'efforts, puisqu'il n'accorde aucune valeur au luxe. Il le subit pour d'autres que lui, et avec une fierté infinie. Il garde sur son bureau les photos de sa femme et de ses enfants, et il les exhibe à toute occasion. Quoi que fasse un homme, qu'il compare des chiffres au tabulateur, soigne des malades, conduise un autobus ou dirige une entreprise, il fait partie, dès qu'il travaille, d'un système gigantesque et impitoyable, organisé seulement en vue de l'exploiter au maximum, et il en demeure toute sa vie le prisonnier. Il est sans doute intéressant de comparer au tabulateur des sommes avec d'autres sommes, mais combien de temps? Toute une vie durant? Sûrement pas. Peut-être est-ce une impression fantastique que de diriger un autobus à travers une ville, mais le même autobus, sur le même trajet, dans la même ville, bon an, mal an. Et il est certainement passionnant d'exercer son pouvoir sur un grand nombre d'êtres humains, mais quoi donc si l'on découvre soudain qu'on est l'esclave de son entreprise plutôt que son maître? Nous livrons-nous aujourd'hui au jeu qui nous passionnait enfant? Non, naturellement. Et même alors, ce n'était pas toujours le même jeu. Nous en changions dès que nous en avions envie. L'homme est comme un enfant qui ne connaîtrait qu'un jeu. La raison en est évidente. Dès qu'on le loue pour une chose plus que pour toutes les autres, il s'y spécialise. Et parce qu'il est doué pour cela, et qu'il gagne ainsi plus d'argent, on l'y condamne à jamais. Calcule-t-il bien en classe? Il passera sa vie à calculer. Comptable, mathématicien, programmeur, puisque c'est là qu'on tirera de lui le rendement maximum. Il calculera donc. Il comparera des chiffres au tabulateur, fera fonctionner des machines à calculer, comparera encore des chiffres sans jamais pouvoir se dire « Maintenant j'en ai marre, je vais chercher autre chose ». Chercher autre chose, jamais la femme qu'il exploite ne le lui permettra vraiment. Peut-être, aiguillonné par elle, grimpera-t-il, après une série de conflits meurtriers, au sommet de la hiérarchie de son servage. Peut-être deviendra-t-il fondé de pouvoir, directeur de banque, mais à quel prix? Mais à quel prix? Mais à quel prix? Un homme qui change une seule fois de vie, c'est-à-dire de profession, puisque vivre est pour lui travailler, inspire déjà moins de confiance. S'y risque-t-il à plusieurs reprises, la société le rejette et il reste seul, car la société, ce sont les femmes. La peur qu'inspire une telle conséquence, un tel rejet, doit être considérable. Un médecin qui est en gosse à élever pendant quelque temps des têtards dans un pot à confiture, accepterait-il autrement de passer toute sa vie à débrider des abcès écœurants, à contempler toutes les sécrétions humaines possibles, à fréquenter jour et nuit des êtres dont le seul aspect ferait fuir tout autre que lui? Le pianiste, qui n'a été qu'un enfant sensible à la musique, interpréterait-il pour la 1000e fois le même nocturne de Chopin? Le politicien qui jadis,
dans le préau de son école, a trouvé par hasard la poignée de ficelles au moyen desquelles on agite les hommes, avec, du même coup, le don de l'entre-gens, continuerait-il à répéter, une fois adulte, pendant des dizaines d'années, les mêmes phrases dépourvues de sens qui font partie de son rôle de sous-fifre? Ferait-il toujours les mêmes grimaces? Supporterait-il les discours atroces de ses concurrents, sous-fifres comme lui? Il avait rêvé d'une autre vie, lui aussi. Et en admettant qu'à force de suivre cette voie, il arrive à être président des États-Unis d'Amérique. Le prix qu'il aura payé pour y parvenir ne sera-t-il pas, encore une fois, un peu trop élevé? On conçoit mal que les hommes acceptent de faire ce qu'ils font sans avoir le désir de changer. Ils s'y prêtent parce qu'on les a dressés à le faire, parce qu'on les a domestiqués, parce qu'on les a domestiqués, parce qu'on les a domestiqués. Leur existence entière n'est que la misérable séquelle d'un dressage. L'homme qui ne sait plus exécuter son numéro, qui gagne moins d'argent, cet homme-là culbute et perd tôt. Sa femme, sa famille, son foyer, le sens de sa vie, son dernier refuge. On pourrait dire, évidemment, que l'homme qui ne gagne plus assez d'argent redevient automatiquement libre et qu'il devrait s'en féliciter. Mais l'homme ne souhaite pas la liberté. Comme nous le verrons plus tard, il fonctionne d'après un modèle imposé, celui de l'angoisse de la liberté. Être libre à perpétuité lui serait plus atroce qu'esclave à vie. Soit, dit en d'autres mots, l'homme recherche sans cesse un maître, quelqu'un ou quelque chose, parce qu'il ne se sent pas en sécurité dès qu'il n'est plus asservi. Or, son choix tombe le plus souvent sur la femme. Mais qu'est-elle donc pour que ce soit précisément à elle qu'il doive la dégradation de sa vie, pour qu'il se laisse exploiter et asservir d'après les règles de l'art, pour que ce soit justement elle qui lui donne ce sentiment de sécurité.